C'est parti. Et voilà. Alors, bonjour, bienvenue à la capsule sur le facteur RID, c'est-à-dire reconnaissance, intrusion et distraction à la tâche du surveillant sauveteur, et ce, en contexte de COVID. Cette capsule s'adresse aux gestionnaires aquatiques, aux moniteurs qui enseignent les notions de sauvetage, dont le facteur RID, et surtout aux surveillants sauveteurs, assistants surveillants sauveteurs qui ont la responsabilité de la sécurité des baigneurs. Le facteur RID n'est pas un nouveau concept, il est enseigné dans les cours sauveteurs nationales depuis plusieurs années, mais on trouvait important de faire certains rappels, surtout dans le contexte actuel où la surveillance des plans d'eau est influencée par les mesures sanitaires et les règles de distanciation physique. Je vous présente les 3 animateurs de ce soir qui sont tous des mentors et des bénévoles à la Société de sauvetage. Alors, vous aurez comme présentatrice Anouk Gadebois. Bonjour. Nicolas Francaire. Bonjour tout le monde. Et Catherine Paradis. Bonjour tout le monde. Avant de leur céder la parole, je vais inviter notre directeur général, M. Rénal Atkins, à vous adresser un petit mot. Bonjour tout le monde. Merci d'être là justement en vidéo afin de pouvoir participer un peu à cette mise à niveau-là, comme je dis souvent. Vous savez, à la Société de sauvetage, on vise avant tout de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau afin de prévenir les noyades et les autres traumatismes. Et vous pouvez comprendre toute l'importance des facteurs déterminants tels que le RID. Alors, basé sur l'expérience de nos formateurs qui sont aussi des exploitants, des gestionnaires aquatiques, je pense que vous serez en bonne main. Alors, je vous souhaite une bonne formation continue de ce côté-là. Merci. Merci, Rénald. Alors, avant de passer la parole à Catherine, juste vous dire que ce que vous allez voir dans cette capsule-ci est basé à partir de la formation sauveteur nationale là, qui existe déjà, du contenu qui existe au niveau national. Et ces formations-là sont faites en concertation et en collaboration avec divers organismes tels que l'APSAM, l'Association des responsables aquatiques et aussi la santé publique. Donc, ça ne part pas de rien, là, c'est vraiment basé à partir du contenu déjà existant. Alors, Catherine, à toi la parole maintenant. Oui, super. Donc, moi, je vais vous parler là, des règles du milieu. Ça concerne principalement les équipements de protection individuelle là, qu'on voit avec la COVID. Donc, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc, vous avez probablement déjà vu ce diagramme. Je fais juste un retour là, sur ce diagramme-là. C'est la hiérarchisation là, des mesures. Donc, dans un truc idéal, c'est de minimiser les contacts et la distanciation physique. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de barrières physiques. Si on voit qu'on n'est pas capable de respecter le 2 mètres ou qu'il y a trop de monde à la même place, mais là, on va instaurer les barrières physiques. Donc, les barrières physiques, c'est les plexiglas, c'est des paravents, etc. Et si ça ne fonctionne toujours pas, bien, c'est à ce moment-là là, qu'on va voir les épis qui apparaissent, donc protection oculaire, masque, blouse, sarrau, etc. Donc, on va en parler là, plus longuement. Donc, pour ne pas mettre d'épis, on garde 2 mètres là, entre les travailleurs et les clients. Puis, quand il y a une vitre ou un plexiglas, donc par exemple, un guichet à l'accueil, ça pourrait être pertinent. Pour ce qui est du masque de procédure seul, donc on parle ici du masque qui est souvent bleu, sans protection oculaire. C'est quand tous les travailleurs ou les clients sont sur place là, ont ce masque-là. Et quand que des conditions ambiantes entraînent des enjeux de buée sur la protection oculaire. Donc, quand, par exemple, à la piscine, là, il fait chaud, on voit souvent là, de la buée dans les lunettes. Là. Donc, on va ajouter là, la protection oculaire quand que le 2 mètres ne peut pas être maintenu et entre les gens qui ne portent pas le masque de procédure et que quand le 2 mètres n'est pas possible avec la clientèle. Là. Donc, on s'est posé des questions, puis il y a quelques questions qui sont revenues, puis ça peut vous donner des pistes de solutions.
Est-ce que les épis doivent toujours être portés ou ça peut être seulement à certains postes de surveillance, puis à d'autres postes, ils peuvent ne pas être nécessaires? Donc, oui, sur le bord de la piscine, il est possible là, d'avoir le 2 mètres. En plus, on a moins de baigneurs sur les piscines, donc le sauveteur peut se positionner, se déplacer un petit peu là, afin de garder la distance de 2 mètres et ne pas porter les épis. Ensuite, est-ce que les épis nuisent à la surveillance aquatique? Mais on l'a dit tantôt, ça fait souvent de la buée dans les lunettes à cause du milieu humide. Donc, quand on surveille avec tous nos sens. Donc, idéalement, là, c'est de garder la distanciation physique puis de mettre les lunettes seulement là, quand le 2 mètres ne peut vraiment pas être respecté dans les interventions hors de l'eau puis quand on est à moins de 2 mètres. Là. L'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est possible d'intégrer la hiérarchisation des mesures dans votre milieu? Donc, oui, il faut juste prendre le temps d'analyser chacun des postes. Par exemple, est-ce que sur la chaise, on est à moins de 2 mètres? Est-ce que sur la promenade, on est à moins de 2 mètres? Est-ce qu'il y a moyen de faire des aménagements là, pour respecter le 2 mètres? Donc, il faut tout réfléchir à ça. Là. Ensuite, je viens de le dire, on peut s'adapter. Les milieux aquatiques favorisent la distanciation physique. L'utilisation de miradors. On sait que dans les piscines, on a moins de baigneurs là, qui peuvent venir, donc ça peut aider là, à la distanciation physique. Les gens dans les piscines, là, surtout, sont plus habitués de se mettre en bulle familiale, donc c'est plus facile aussi pour la distanciation. Puis il y a aussi la responsabilité partagée du respect des mesures sanitaires. Ce qu'on veut dire par là, c'est que nous, on a une responsabilité, mais les clients aussi ont leur responsabilité. Donc, voilà. Je vous invite là, à vous référer au guide de l'ARAC qui s'appelle le guide du vivre avec. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Nicolas. Merci Catherine. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, en fait, des facteurs RID. Qu'est-ce que c'est? Bien entendu, comme Guylaine l'a dit en introduction, donc c'est des facteurs qui sont enseignés en sauveteur national. Donc, c'est vu par tous les sauveteurs, mais on croit qu'un rappel est très important à faire, surtout dans la situation actuelle avec la COVID. Vous le voyez en ce moment, donc ça provient en fait des rapports de noyade de la Société de sauvetage. Donc, moins de 1 des noyades proviennent de milieux surveillés par un surveillant sauveteur. C'est une excellente nouvelle. Ça permet là, de se diriger vers cette mission qui est justement là, véhiculée par la Société de sauvetage. Par contre, qu'est-ce qui cause ces noyades en milieu surveillé? Bien, ça a été démontré que c'est les fameux facteurs RID. Donc, ces différents facteurs-là. Donc, on va pouvoir voir un petit peu plus en détail c'est quoi les facteurs RID. Mais juste avant, on va parler de balayage visuel. Donc, si on regarde un petit peu le balayage visuel, il y a des éléments qui sont importants à garder en tête. Donc, on veut en fait éviter les angles morts, s'assurer d'avoir une bonne visibilité de la piscine et de tout voir. On parle de la règle 10-30. Qu'est-ce que la règle 10-30? Donc, c'est un balayage visuel qui est une durée minimale de 10 secondes et d'une durée maximale de 30 secondes. Donc, il faut respecter cette règle-là, ce ratio-là au niveau de notre balayage visuel pour pouvoir effectuer en fait notre surveillance et revenir refaire un balayage visuel sur notre zone, ce qui va éviter en fait d'avoir des points non vus pendant une trop grande période de temps. On vous recommande d'utiliser des patrons de surveillance. Il y en existe plusieurs. Ils sont disponibles dans les différentes ressources comme le volume alerte. On utilise des zones de surveillance, une surveillance d'ensemble. Bien entendu, la zone de surveillance inclut la zone de chevauchement et finalement une approche combinée qui vient combiner la surveillance d'ensemble et les zones de surveillance. Et bien entendu, en balayage visuel, on réduit au minimum les RID, justement pour éviter d'avoir des noyades en milieu surveillé. Donc, qu'est-ce que les RID? Le premier, en fait, le R, représente l'absence de reconnaissance. Ce qu'on veut dire par là, donc, c'est la difficulté à reconnaître les signes de détresse ou de noyade chez une victime. Donc, soit qu'on ne reconnaît pas que la victime a des signes et symptômes qui font en sorte qu'on doit intervenir, on ne reconnaît pas l'urgence d'agir, donc on hésite, on attend, on n'est pas certain s'il faut y aller ou pas. On ne reconnaît pas une victime qui est en détresse. Il faut garder en tête aussi que moins de baigneurs vont avoir un impact sur la vigilance. Donc, moins il y a de baigneurs, moins on va être vigilant, moins on va garder notre attention sur le bassin. Donc, il faut redoubler de prudence dans ce temps-là, justement, pour être bien concentré. Le prochain facteur, le facteur I, en fait, c'est l'intrusion de tâches.
Donc, lorsqu'on fait autre chose que surveiller les baigneurs. Quand on est affecté à la surveillance, on devrait faire que de la surveillance, justement pour éviter d'être en train, par exemple, de faire un test de chlore et de manquer une noyade. Donc, de manquer une victime que j'aurais pu aller intervenir beaucoup plus rapidement. Les exemples d'intrusion de tâches, donc, outre le test de chlore, on a les prises de statistiques, d'aller serrer un câble, de retirer, rouler un câble ou de le mettre, de faire payer un client, de vérifier la grandeur d'un participant ou de faire les règlements à l'arrivée d'un groupe et donc de quitter notre surveillance. Finalement, le facteur D, en fait, qui est la distraction, donc c'est négliger sa surveillance en raison d'un stimuli autre. Par exemple, la fameuse surveillance copain-copain. Donc, on pense qu'on est vigilant, on pense qu'on porte attention à ce qui se passe, mais malheureusement, notre attention est vraiment ailleurs et on peut manquer des victimes justement parce qu'on est distrait. La surveillance copain-copain, c'est la discussion avec un sauveteur, mais ça revient au même si on discute avec un client, un baigneur ou un ami qui vient nous voir pendant le bain libre. Les appareils électroniques sont un grand facteur de distraction, donc de mettre la musique avant le bain libre et non d'aller changer les chansons pendant. Même chose au niveau de la radio, le système de diffusion musicale. Les tableaux indicateurs peuvent nous déranger pendant les compétitions de natation, par exemple, de voir les temps défiler. Les spectateurs et sinon la vue sur l'extérieur ou sur un événement à travers des baies vitrées ou d'autres événements qui ont lieu dans la piscine. Puis même les jeux hein, dans la piscine, des enfants qui jouent au ballon peuvent causer une distraction si on porte attention à leur jeu de ballon plutôt qu'à la piscine. Donc, comment est-ce que la fameuse COVID vient affecter ces différents facteurs RID-là? Bien, c'est un des gros morceaux, en fait, qui fait en sorte que la COVID pourrait venir avoir un impact sur le nombre de noyades en milieu surveillé, ce qu'on n'espère pas. Hein. On veut l'inverse, bien entendu. Donc, au niveau de la reconnaissance, qu'est-ce qui pourrait arriver, en fait? Bien, on pourrait avoir de la difficulté à bien voir une victime à travers nos lunettes qui sont embuées par le masque. Que ce soit les lunettes de protection ou que ce soit les lunettes de vision pour les sauveteurs qui doivent les porter et qui doivent porter le masque de procédure en même temps. On peut également avoir de la difficulté à voir une victime parce que le masque va réduire le champ visuel. Donc, c'est important là, de faire attention de ce côté-là aussi. Voici un exemple donc de distraction, pardon, d'absence de reconnaissance, désolé. Donc, où est-ce qu'on voit que la sauveteur ne reconnaît pas qu'il y a une victime et ne va pas la chercher. Comme par exemple l'endroit où est-ce que le non-nageur semble s'amuser, que la sauveteur est comme oh, elle s'amuse avec le ballon, c'est vraiment plaisant. Mais au contraire, on a une victime qu'on doit secourir, ou la victime qui a mal, mais le sauveteur qui ne porte pas attention à ses signes et symptômes. Si on regarde maintenant plus au niveau de l'intrusion des tâches, donc en fait, il faut garder en tête que la COVID apporte son lot d'intrusion de tâches et des stratégies vont vous être proposées un petit peu plus tard par Anouk par rapport à ça. Mais prendre les présences, désinfecter le matériel récréatif durant la surveillance à cause de la COVID, être attitrait à une station de lavage des mains pour s'assurer que tout le monde lave ses mains comme il faut, désinfecter les locaux poignées Mirador pendant qu'on est en surveillance et non lorsqu'on est en pause, effectuer les réservations pour les prochains bains sont des intrusions de tâches. On voit la sauveteur ici sur le côté qui nous dit « Je peux faire ces tâches, mais seulement si je ne suis pas en surveillance, si je suis en pause active. » Donc, dans mon cycle de surveillance, par exemple, j'arrive à ce moment où est-ce que je suis en pause de surveillance, mais je suis toujours actif au niveau de l'emploi. Donc, j'ai un 15 minutes de payer à faire ces tâches-là. Ou s'il y a un surplus de sauveteurs sur le bassin qui me permet de me libérer pour aller faire ces tâches-là. Finalement, au niveau de non, les images, bien entendu, hein, on va aller voir les exemples. Donc, on peut voir ici à gauche un sauveteur qui désinfecte la chambre à air alors que est en train de faire autre chose que de la surveillance. Finalement, on va y arriver, mais la fameuse intrusion de tâches. Donc, la fameuse distraction, pardon. Donc, si on va au niveau de la distraction, parfait. Donc, si on va au niveau de la distraction, bien, mettre et enlever son masque parce qu'un client se déplace vers soi. Donc, on va quitter la surveillance pendant quelques instants pour le faire, avoir de la buée dans les lunettes de protection, avertir un client pour le masque, avertir les clients de respecter le 2 mètres et faire la gestion des bulles et du respect de la distanciation sont des exemples de distraction. Donc, c'est important d'y faire attention. Si on regarde les exemples maintenant, donc par exemple, de devoir expliquer les règles COVID à l'établissement à un baigneur, donc c'est une distraction.
de devoir quitter notre champ visuel pendant quelques instants pour demander à un baigneur de mettre notre masque, c'est aussi de mettre son masque, pardon, c'est aussi une distraction. Donc, il y a d'autres solutions comme les pauses actives qu'Anouk va nous présenter tantôt. Et finalement, on a les distractions de base, comme dans l'image de droite où est-ce que le sauveteur doit aussi gérer la glissade tout en étant en surveillance, qui affecte bien entendu le balayage visuel. Donc, au niveau du balayage visuel et des facteurs R&D, il y a énormément de références à lesquelles vous pouvez vous fier par rapport à ça, que ce soit là, au niveau du facteur R&D, donc les études présentées par Frank Pia en 1980 que vous pouvez retrouver sur le web. Bien entendu, le manuel Alerte, donc vous pouvez les retrouver à cet endroit-là, page 25-26, dans la dernière version de ce guide, vont parler des facteurs R&D. Il y a différents articles qui ont été publiés également dans la revue Alerte Plus, donc que ce soit là, le dossier R&D Soyez alerte, prévenir la noyade en milieu surveillé. Et bien entendu, mais il y a le guide du vivre avec de l'Association des responsables aquatiques que Catherine nous avait présenté un petit peu plus tôt. Sinon, mais par rapport au balayage visuel, portez attention, là, le chapitre 2 du manuel Alerte, la pratique en surveillance aquatique est un très bon résumé des bases requises pour le balayage visuel. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Anouk qui va pouvoir vous présenter un petit peu plus des solutions en lien avec ces facteurs R&D. Et bonsoir, ou bonjour, peu importe à quelle heure vous écoutez ce fameux webinaire. J'ai pour rôle aujourd'hui de vous amener à penser un peu à attribuer des rôles à votre personnel afin de contrer justement ces fameux facteurs R&D-là, puis savoir un peu à quel moment on doit porter le pays ou pas. Et mon objectif ce soir ou ce jour, c'est d'arriver à vous donner quelques pistes de solutions. Donc, on peut passer. D'abord et avant tout, on veut effectuer une supervision sécuritaire et efficace, OK? Que la supervision soit dans un contexte aquatique, soit pour un croix de bronze, un SUA, un sauveteur national. L'objectif dans l'ensemble, c'est de respecter les 4 rôles, donc la prévention, l'intervention, les relations publiques et l'administration. On veut en tout temps que le personnel aquatique soit attitré à une tâche qui est la surveillance aquatique. On ne veut pas nécessairement que votre personnel aquatique soit dans plusieurs rôles simultanément. On veut que les rôles soient quand même cadrés, d'où l'importance d'aller analyser les différents postes. Okay? Au départ, Catherine vous a proposé de la hiérarchisation, en tout cas ce mot-là, pour attitrer justement les fameuses barrières de protection pour la COVID, mais ça s'applique aussi dans ce contexte-là pour respecter les rôles de votre personnel aquatique. On veut qu'ils soient tous distincts l'un de l'autre. Donc, dans le plan d'organisation de la surveillance et des secours, il y a plusieurs points. Okay? La surveillance aquatique, ça comporte le balayage visuel, le positionnement et rotation. Le balayage visuel, Nicolas vous en a parlé pour respecter la règle du 10-30, mais dans le positionnement et rotation, votre personnel aquatique se doit d'avoir la visibilité toujours sur l'ensemble du fond du bassin, le bassin complètement. Il doit aussi respecter les différentes mesures sanitaires qui lui ont été imposées vu la pandémie présente. Donc, être à 2 mètres des baigneurs, des autres sauveteurs, se laver les mains, désinfecter les chaises, et ce, soit avant et après la montée et la descente du Mirador. Et je tiens aussi à vous porter attention ici sur le masque. Donc, le masque de procédure n'est pas nécessairement nécessaire en surveillance aquatique si l'intervention est à 2 mètres. OK? Il faut porter attention aussi sur si vous demandez à vos sauveteurs de porter le masque de procédure durant la surveillance, il faut s'assurer que ceux-ci sont capables de le faire lors d'une intervention. OK? Ça a l'air simple et banal, mais si tu n'as jamais sauté dans l'eau sur le bord d'une piscine pendant que tu es en train de surveiller, tu portes tes sandales ce jour-là, ça se peut que tu n'enlèves pas tes sandales pour sauter dans l'eau. Donc, c'est le même principe pour le masque de procédure.
On ne veut pas qu'il soit porté dans l'eau. Donc, si vous demandez à vos sauveteurs ou votre personnel aquatique de le porter, juste vous assurer que l'entraînement est adéquat en fonction de ceci. Au niveau du sauvetage et des réanimations, il y a plusieurs choses qu'on doit ajouter dans la trousse de premiers soins. Le gel alcoolique, donc du désinfectant à main, les masques de poche avec les filtres antiviraux. Donc, ces filtres-là vont faire en sorte qu'on va avoir le port, justement, pas le port, mais on va l'ajouter à la valve qui est là habituellement pour vous assurer d'éviter de contaminer votre victime ou encore de vous contaminer vous-même. Okay? Fait que c'est un filtre qui a été ajouté. Ce filtre-là vient un peu de la responsabilité des gestionnaires. Donc, il se doit d'être dans la trousse de premiers soins ou porté dans les sacs bananes. Je sais que dans différentes équipes, dans les sacs bananes à la taille, ils vont avoir nécessairement leur masque de poche. Donc, selon les positions officielles, on vous recommande d'avoir le masque de poche à la taille. Et le filtre antiviral, lui, vous pourriez le porter dans le sac banane ou encore le mettre dans la trousse de premiers soins où vos autres personnels aquatiques vont arriver. Donc, il va y avoir aussi les protections oculaires, donc aussi soit que ce soit des lunettes ou encore la visière, et d'avoir des masques de procédure, donc les fameux masques en papier qui sont chirurgicaux, et des gants, mais les gants ne sont pas nécessairement, font pas partie des équipements de protection individuelle, mais plus des gants qui sont mis dans la trousse de premiers soins pour éviter les contacts. On va aussi favoriser l'achat des mannequins de sauvetage pour pratiquer, faire les entraînements. OK? Entraînement. Donc, on considère que le personnel aquatique a déjà acquis les différentes notions, mais pour se pratiquer, on va mettre l'emphase sur la distanciation. Puis, on peut, à quelques endroits, partager avec le mannequin. Donc, on a aussi les aides de sauvetage, donc la perche, la bouée tube, la bouée torpille. La bouée tube qui a été largement déployée autant par nous que la Brigade Splash pendant la saison estivale parce qu'elle peut respecter le 2 mètres dans les différentes interventions. Il y a différentes pistes de solutions que je vous partage. Donc, on se doit, oui, d'informer et d'éduquer le public, mais on peut aussi penser à désigner un membre du personnel pour faire ce rôle-là, cette tâche-là, sur les protocoles qui sont spécifiques à la COVID. On le veut hors de la surveillance aquatique. Donc, le personnel qui effectue la surveillance aquatique, lui, ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit pas impliqué dans les autres tâches pour justement mettre l'emphase sur sa surveillance puis ne pas mettre de lumière alentour des facteurs RID. Donc, on ne veut pas qu'il soit en absence de reconnaissance, en intrusion de tâches ou encore en distraction parce qu'on pourrait avoir un risque de noyade lié à ça. Donc, on désigne un membre du personnel. La responsabilité du gestionnaire dans ce contexte-là, c'est de s'assurer que la qualité du travail des préposés à la surveillance soit fait à la lumière des besoins du milieu, mais aussi des différents partenaires, mais aussi tout ça dans l'analyse des différents postes. Fait on veut offrir un environnement sécuritaire à notre équipe, mais aussi aux citoyens ou aux baigneurs qui vont venir dans notre milieu. On peut offrir aussi un soutien, OK? Le soutien soit par une personne, un superviseur qu'on met sur place, sur une ligne téléphonique, s'assurer qu'on peut répondre en tout temps à notre personnel, adapter le milieu avec les différentes mesures sanitaires. Oui, on impose des mesures à nos sauveteurs, mais ils se doivent d'être respectés par le biais de nos actions à nous quand on est gestionnaire. On veut s'assurer de former et superviser l'équipe en contexte pandémique, donc d'où l'importance de rajouter de la supervision, assurer l'entraînement des surveillants sauveteurs, autant pour la forme physique que pour le surveillant sauveteur qui est en fonction, et aussi des procédures COVID-19.
OK? Les procédures COVID-19, ce n'est pas nécessairement une position officielle, mais ce sont des mesures qui ont été mises en place à la lumière des différentes concertations, qui a été proposée, qui a été mis de l'avant. Donc, on veut s'assurer qu'ils soient capables de retirer rapidement leur masque s'ils sont en surveillance avec le masque de procédure. Porter les EPI quand ils sont à moins de 2 mètres, quand ils doivent être en intervention, quand ils ont sorti une victime de l'eau et dans les procédures tout à fait particulières, tout dépendamment dans l'accueil des baigneurs qui arrivent sur le milieu ou encore la désinfection entre les différents postes. Au niveau de la responsabilité du préposé à la surveillance, donc quand vous êtes sauveteur ou quand vous avez des sauveteurs ou quand celui-ci surveille, lui, sa job, entre guillemets, c'est de surveiller le plan d'eau, OK? De maintenir à jour ses propres connaissances, donc se maintenir en forme, de suivre les webinaires de la COVID-19, de s'assurer qu'il est capable de respecter les règlements du lieu baignade, surtout de les faire respecter, mais de s'assurer aussi que c'est à lui de dire s'il y a d'autres distractions, des intrusions de tâches qui se sont liées durant son contexte de travail et de les mentionner à son superviseur. Parfois, on n'y pense pas nécessairement dans notre analyse de poste, puis de demander à notre personnel aquatique le feedback, la rétroaction du travail ou de se mettre à la place de notre personnel aquatique, faire en sorte qu'on est capable justement d'avoir des petites alertes là, quand il y a différentes situations qui arrivent. Et on veut absolument qu'il soit apte à travailler en tout temps. La responsabilité du citoyen, tant qu'à lui, c'est citoyen, baigneur, celui qui vient sur nos milieux, doit respecter les règlements du lieu de baignade. Il doit accompagner, surveiller ses enfants. Puis il y a un contexte aussi de respect mutuel avec les baigneurs puis avec le personnel aquatique. Puis c'est à eux un peu de nous mentionner, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des situations dangereuses, des situations problématiques. C'est eux qui vont nous mettre la puce à l'oreille, exemple, dans les vestiaires. Même si nous, on envoie notre personnel aquatique, ça se peut qu'il n'y ait pas la même vision de la situation. Puis, c'est eux qui vont nous aider à appliquer les mesures sanitaires en vigueur, mais c'est eux aussi qui doivent les appliquer et ils vont avoir tout un contexte d'éduquer, oui, le baigneur à arriver sur les lieux préparés. Donc, nous, on a un mandat en tant que gestionnaire d'affichage. Donc, je dis oui d'affichage, mais de communication. Donc, on peut communiquer par le biais des aires d'attente, les postes d'accueil, les vestiaires. Sur la promenade, il y en a qui vont mettre des panneaux sandwich. Il y en a d'autres qui vont travailler beaucoup avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe. Et le site web sur lequel vous travaillez, le journal de la région, les différentes... il y en a qui vont avoir des confirmations de réservation électronique, donc ça peut être mis à ces endroits-là. Donc, on peut demander dans les différentes pistes de solutions pour s'assurer que le rôle soit attitré à la communication, l'implication, l'éducation, et non pas dans un contexte de surveillance. On peut solliciter l'ensemble de l'équipe. Donc, on peut demander au personnel de l'administration, exemple, quand notre baigneur arrive sur les lieux, il peut avoir la présence de l'adjointe administrative, par exemple, qui va mentionner les différentes règles parce que c'est la première fois que les gens viennent. Le personnel de l'entretien aussi peut être impliqué. Parfois, ils ont des pauses. Ce n'est pas nécessairement un moment où ils doivent faire de l'entretien. On peut leur demander la collaboration. Ajouter du personnel de coordination, de supervision. Et on peut aussi utiliser, je dis utiliser, mais c'est un grand mot, là, mais impliquer les croix de bronze, les SN 16 ans, dans ces différents contextes-là. Des fois, on a besoin d'un sauveteur national de 17 ans qui va faire la surveillance, mais on a un petit croix de bronze qui pourrait nous aider, qui pourrait collaborer. On pourrait le mettre on pourrait l'ajouter dans le plan de surveillance.
puis impliquer les différents partenaires. Puis tout ça, on va pouvoir partager les différentes tâches, OK? Accueillir les baigneurs, informer dès l'entrée du site, faire des rappels de courtoisie, demander si c'est la première fois qu'ils viennent pour s'assurer du respect des mesures sanitaires. Les gens commencent à être habitués, OK? Mais à chaque fois que les gens reviennent sur nos milieux ou à chaque fois que c'est la première fois, ils ont des questions, OK? Et on peut partager dans l'équipe toutes ces réponses à ces questions-là. Les solutions possibles dans ce contexte-là, c'est, oui, d'avoir du personnel de soutien, mais de s'assurer que, par exemple, il y a des temps de battement entre les différentes périodes de baignade. Souvent, il y a plusieurs périodes de baignade qui ont été ajoutées dans votre horaire. Entre les différentes périodes, on peut assurer le temps de désinfection. On pourrait s'assurer aussi d'une pause pour nos sauveteurs nationaux 17 ans. Puis si on n'a pas assez, s'assurer qu'eux ont une pause active, mais une pause aussi de libération de surveillance, que j'appelle. Ajouter un système de réservation pour s'assurer qu'il n'y ait pas plus de baigneurs que la limite permise. On pourrait aussi mettre un patrouilleur sur la plage de la piscine ou encore dans les aires de vestiaire, les aires d'attente qui vont faire en sorte qu'ils vont répondre aux questions. Donc, on ajoute ce patrouilleur-là. Si habituellement, vous avez 2 sauveteurs ou 2 personnels aquatiques, mais vous en ajoutez un troisième. Ajouter un cartable de communication. OK? Ou encore fournir un courriel où les gens pourraient envoyer un courriel pour mentionner des commentaires si vous ne voulez pas faire la gestion des fameux crayons dans un contexte de mesures sanitaires. Plusieurs plages horaires, du personnel de supervision, faire des rencontres d'équipe. OK? N'oubliez pas que votre personnel aquatique est une mine d'or d'informations. Parfois, on ne sait pas le quart des choses qu'eux, ils savent. Ils peuvent nous fournir beaucoup d'informations ou se mettre à la place de votre personnel aquatique. Allez-y, surveillez au moins une fois pour voir c'est quoi la sensation, comment ils vivent, c'est quoi les facteurs qui sont ébranlés, c'est quoi les choses qui vont se passer. Ça peut être quelque chose d'intéressant. S'assurer de fournir du matériel de désinfection, mais en surplus, mais pour s'assurer que tout le monde n'ait pas nécessairement à désinfecter la bouteille à chaque fois qu'ils doivent vaporiser, désinfecter, s'assurer d'en avoir dans une quantité nécessaire, même chose pour les bouées de tubes, et s'assurer que vous ajoutez des procédures pour que ce soit beaucoup plus facile pour votre personnel de les suivre. Un exemple de plan de surveillance, vous avez votre sauveteur national 17 ans qui serait positionné sur le carré bleu, donc sauveteur 1. Vous pourriez ajouter un croix de bronze ou un sauveteur national 16 ans à la AS2, donc au 2e Mirador. Et on pourrait ajouter un sauveteur national 16 ans encore, parce qu'on a un SN17 à la position 1. On pourrait l'ajouter comme patrouille au pourtour. On pourrait intégrer un poste à l'extérieur pour accueillir nos baigneurs. Puis on pourrait intégrer justement le personnel de l'administration, le personnel de l'entretien qui fait justement ces accueils-là. Donc, dans ce contexte-là aussi, on pourrait avoir aussi un 4e sauveteur qui se promène et qui, lui, peut faire la désinfection, qui est attitré seulement à ceci, parce que vous avez quand même une désinfection, oui, de la piscine et des endroits où ils sont touchés par le personnel aquatique, mais vous avez aussi une désinfection dans les vestiaires qui est déjà attitrée sûrement à votre personnel de l'entretien. Donc, de vous assurer que vous respectez les tâches de tous si vous êtes syndiqué, mais aussi dans un contexte où tout le monde est impliqué à travers ça. Puis on peut remanier l'horaire maître là, pour s'assurer de respecter justement le tout à travers ceci. Donc, si je peux vous résumer ce webinaire, cette formation-là, ce qui est important de comprendre, c'est que lors des EPI,
ils doivent être portés lorsque votre personnel aquatique est à moins de 2 mètres ou en contexte d'intervention à proximité de ces victimes ou encore des gens qui ont des besoins. Sinon, il n'est pas nécessaire de porter les EPI en contexte de surveillance, mais il faut faire l'analyse de chacun des différents postes pour vous assurer de respecter les mesures sanitaires en place et de protéger votre personnel dans tous les contextes. Vous avez aussi les facteurs R&D à prendre en compte. Il y a aussi tout le contexte d'intervention. On ne veut pas nécessairement, pas d'intervention, mais oui, d'intervention, mais on ne veut pas nécessairement que le sauveteur passe son temps à mentionner aux gens « Portez votre masque, avez-vous lavé vos mains » pendant qu'ils sont en surveillance. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une responsabilité partagée du baigneur et on veut que notre sauveteur surveille. Au même niveau où le baigneur qui pourrait arriver avec une gomme, le baigneur sait qu'il doit jeter sa gomme, donc il la jette. Si on l'avise, on ne doit pas s'acharner sur le fait qu'il n'a pas jeté sa gomme avant d'entrer dans le bassin. On veut justement donner cette tâche-là à quelqu'un d'autre, donc ajouter du personnel de supervision pour prendre les interventions de ce contexte-là, ou encore le personnel de l'entretien qui pourrait prendre le relais pour pouvoir faire l'intervention adéquatement. Donc, et dans tout ce contexte-là, il faut s'assurer que vos procédures sont en place, que vous communiquiez le tout à vos baigneurs, mais que vos baigneurs aussi prennent la responsabilité de respecter les mesures sanitaires, malgré que vous avez tout intégré dans votre plan de surveillance et dans vos analyses de poste. Merci. Merci Anouk, merci à Catherine et à Nicolas aussi pour votre implication, votre contenu. Merci M. Hawkins. Et il y avait aussi Guylaine Banville qui a collaboré comme bénévole à la préparation là, de cette capsule-là. Elle n'a pas pu être avec nous ce soir, mais elle y a mis son petit grain de sel. Alors, merci à vous d'avoir été attentifs. Si vous avez des questions relatives à la formation des surveillants sauveteurs, aux principes de surveillance, on vous invite à nous écrire au alerte@commercialsauvetage.qc.ca. Sur ce, merci beaucoup.